En manchette, aujourd'hui, Pierre-Luc Belrose nous parle des programmes universitaires du Centre régional universitaire de la Naudière et Ariane Cardinal se dit heureuse de la réouverture du musée d'art à Joliette. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 10 février. On débute par la manchette concernant le CRUL, le Centre régional universitaire de la Naudière. Pierre-Luc Belrose, le responsable, nous parle des programmes universitaires, donc du CRUL. Il propose, le CRUL, plusieurs programmes dans la région de la Naudière. Ces dernières heures, nous avons donc parlé lors d'un entretien virtuel avec M. Pierre-Luc Belrose, qui est directeur général du CRUL. On l'écoute à ce propos. Dès l'automne prochain, effectivement, il va y avoir de nouveaux programmes dispensés, essentiellement du côté de l'UQTR, juste pour faire un peu la genèse de tout ça. Le Centre régional universitaire de la Naudière, ce n'est pas une université. Par contre, l'organisation a signé des ententes avec 3 universités, dont l'UQTR, l'UQAM et l'Université de Montréal. Actuellement, il y a plus de 20 programmes qui sont dispensés, que ce soit du côté de Joliette, de l'Assomption, Repentigny et Terrebonne. Dès l'automne prochain, notamment 2 bacs en enseignement qui vont être dispensés du côté de l'Assomption. Donc, c'est une bonification parce qu'on retrouvait jusqu'à maintenant un certificat. Puis nous, notre volonté, c'est vraiment que les formations soient qualifiantes puis qu'on assure la rétention de nos étudiants parce que quand on a un certificat ou un programme de premier cycle, bien, c'est sûr qu'on doit terminer à l'extérieur de la région, puis ce n'est pas ce qui est souhaité. Donc, il y a 2 bacs en enseignement qui s'en viennent. Il y a un DESS en sciences comptables dès l'automne prochain du côté de Terrebonne. On parle éventuellement aussi d'une maîtrise en sciences comptables. Il y a aussi probablement un bac en psychologie qui s'en vient aussi. Donc, il y a beaucoup d'effervescence là, au Centre régional universitaire de la Naudière. Puis vous voyez aussi qu'on est quand même assez présent sur le territoire avec de la publicité. On a déployé un plan de communication là, quand même assez ambitieux, que ce soit les autobus, les abribus, sur les réseaux sociaux. On nous voit même de temps à autre à la météo là, du côté de l'LCN. Ouais. Donc, on essaie de bonifier l'offre actuelle de programmes universitaires parce que c'est notre mission, mais on essaie aussi de faire la promotion des programmes existants parce que c'était quand même, somme toute, méconnu du grand public. Puis, à tous les 2 ans, on réalise une étude bisannuelle pour identifier les besoins des organisations de la région, mais aussi les aspirations des étudiants. Ça doit être en adéquation parce qu'on a beau définir des besoins. Si les étudiants ne sont pas au rendez-vous, nous ne sommes pas plus avancés. Donc, voilà, ça fait un peu le tour là, de ce qu'est le CRUL, des programmes qui sont actuellement disponibles aussi sur le territoire. Il y en a d'autres qui vont être annoncés incessamment, mais faire peut-être un petit survol rapide du côté de Joliette, c'est le fameux bac en sciences infirmières qui était très populaire. On a aussi un bac en administration des affaires, profil gestion des ressources humaines. Du côté de l'Assomption, c'est une vocation au niveau de l'enseignement. Et puis à Terrebonne, on a aussi là, des bacs en sciences comptables, en administration de l'UQTR, de l'UQAM. Il y a l'UDM qui dispense aussi du côté de Repentigny un DESS pour les gens là, qui sont dans le domaine scolaire. Donc, il y a quand même beaucoup là, de possibilités. Puis éventuellement aussi au niveau de l'Université de Montréal, on a des discussions pour un certificat en droit et en gestion des ressources humaines aussi. Donc, c'est en développement. On est toujours en pourparlers de façon constante avec nos 3 universités, justement pour répondre aux besoins des organisations, mais aussi pour s'assurer que nos jeunes demeurent en région, parce que souvent, j'en parlais la semaine dernière, on est un peu dans le sens inverse. On fait des campagnes opération séduction pour essayer d'attirer des gens de l'extérieur, quand souvent on a les talents dans la Naudière, mais qu'on n'est pas en mesure d'assurer leur rétention. Donc, c'est ce qu'on fait en implantant davantage de programmes. Et puis, dernièrement, on a eu l'occasion d'en discuter. Nous avons embauché une ressource qui s'occupe des entreprises, qui est Mme André Tousignan, qui est bien connue, qui a été du côté de Béni pendant de nombreuses années. Donc, ça, on aura aussi l'occasion d'en discuter concernant cette initiative-là pour les travailleurs en cours de carrière. OK.
Puis les programmes, en fait, vous les sélectionnez avec les besoins dans la Nodière, comme là, sciences infirmières, les choses comme ça, c'est parce qu'il y a un besoin dans la région. Bien, tout à fait. Dans l'étude, ça a été assez clair là, au niveau des sciences infirmières. Aussi, au niveau de l'enseignement, on disait qu'il y avait un besoin de plus de 400 professionnels. Donc, on a 2 centres de services scolaires quand même assez importants, principalement les affluents, les Samars, mais aussi des établissements privés. On a la commission scolaire anglophone aussi, Wilfrid Laurier. Donc, beaucoup de demandes et de besoins de ce côté-là. Et puis, effectivement, c'est le but de l'étude qui est réalisée tous les 2 ans, c'est de bien circonscrire tous ces besoins-là, puis de voir comment les universités peuvent répondre aux besoins qui sont identifiés, parce que c'est un processus qui est quand même assez complexe, assez long. On doit faire des demandes auprès du recteur ou de la rectrice de l'université. Après ça, c'est la vice-rectrice ou le vice-recteur aux affaires académiques. Après ça, vous avez le doyen au décanat des études. Et par la suite, vous avez le département aussi qui se positionne. Et là, vous avez la concertation des 3 universités pour voir qui va offrir le service. Donc, vous voyez, c'est un travail de longue haleine qui n'est pas si simple que ça. Puis, un autre mandat aussi qui nous est dévolu, c'est celui de trouver des locaux, parce qu'actuellement, comme vous le savez, c'est principalement au sein des 3 constituants du Cégep régional de la Nodière. Puis, de leur côté, eux-mêmes ont des enjeux significatifs au niveau des espaces qui sont de plus en plus restreints. Donc, on doit trouver d'autres alternatives pour loger nos étudiants de plus en plus nombreux avec des programmes qui sont de plus en plus nombreux aussi. C'est ça. Puis j'imagine aussi que quand on part un programme, il faut quand même un minimum d'étudiants qui sont inscrits ou il faut quand même qu'il y ait des gens qui décident d'y aller. Sinon. Effectivement, on a des cohortes. Habituellement, c'est autour de 40 étudiants parce qu'il y a effectivement une question de rentabilité. Donc, ça aussi, ça fait partie justement de l'étude qui identifie les besoins et puis est-ce qu'on voit s'il y a une aspiration, s'il y a une volonté de la part des étudiants d'étudier dans les programmes qu'on offre. Donc, c'est pour ça que je vous parlais de l'importance de l'adéquation, parce que c'est quand même une démarche qui est longue et complexe. Donc, on doit s'assurer effectivement qu'on a des cohortes qui sont quand même là, relativement pleines parce qu'il y a des coûts à tout ça. Puis d'aménager les locaux comme du côté de l'Assomption, ce sont de nouveaux locaux qui sont aménagés. Donc, on doit les convertir pour qu'ils répondent là, aux besoins des programmes spécifiques. Donc, c'était Pierre-Luc Belrose qui nous parlait des programmes universitaires proposés par le Centre régional universitaire de la Naudière, le CRUL. Allons maintenant à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. La FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Francine Lavallée. Les filles d'Isabelle, le cercle 699 de Berthierville, souhaitent bonne fête à Joanne Vincent. Le Centre d'action bénévole d'Autrey, le CABA, souhaite bonne fête à Gérard Cloutier de la Valtrie. Et le CABA souhaite bonne fête à Suzanne Clément de Saint-Barthélemy. On se tourne maintenant vers le Musée d'art de Joliette. Avec les nouvelles mesures annoncées par le gouvernement du Québec la semaine dernière, les musées ont pu se réjouir et ouvrent donc leurs portes. Plus tôt aujourd'hui, nous nous sommes entretenus avec Ariane Cardinal, conservatrice de l'éducation et responsable de l'offre culturelle du Musée d'art de Joliette, concernant ces nouvelles mesures et les activités en cours. On écoute la responsable
du Musée d'art de Joliette. Justement, il y a eu des nouvelles mesures qui ont été annoncées la semaine passée par le gouvernement du Québec, comme quoi qu'enfin les musées peuvent être réouverts. Donc, comment prenez-vous cela? Là, j'ai comme compris que vous aviez ouvert hier, parce que le lundi, vous êtes toujours fermé. Exact. En fait, on est très heureux là, de pouvoir réouvrir. Le musée, c'est un lieu qui est extrêmement sécuritaire et on est en contact étroit avec la santé publique qui nous aide là, dans l'application des mesures. Donc, par exemple, on encourage les gens à réserver leurs billets en ligne sur le site Internet du musée. Donc, évidemment, ils doivent porter le masque. Lorsqu'ils arrivent, ils doivent se désinfecter les mains. On a des stations un peu partout dans le musée là, avec du gel pour se laver les mains. Il faut suivre un certain parcours pour éviter de se croiser. Dans les escaliers, par exemple. Donc, on monte dans un escalier, on descend par l'autre ou dans l'ascenseur. Donc, évidemment, il y a vraiment un parcours qui a été fait, qui a été déterminé. Donc, toutes les petites mesures qu'on met en place, finalement, s'accumulent, puis font que le musée, il est vraiment sécuritaire. Il n'y a pas de danger. Là. C'est ça, puis j'imagine aussi, comme on dit, dans un musée, il y a de l'espace pour respecter le 2 mètres, pour pouvoir effectivement mettre des couloirs, si je peux dire ça comme ça. C'est quand même fait pour ça, là. Oui, puis le musée, il est très grand. Entre de Joliette, on est grand, là, donc il y a de l'espace. Puis aussi, il ne faut pas oublier qu'on a un bâtiment qui est assez récent. Et dans les salles d'exposition, la température, mais aussi la circulation de l'air est extrêmement contrôlée. Donc, notre système de ventilation, là, il est top. Donc, tu sais, les conditions là, sont vraiment réunies pour que ce soit sécuritaire. Donc, la santé publique était très heureuse de nous donner la permission d'ouvrir. Là. Oui, c'est ça. Puis on est très heureux aussi que vous puissiez ouvrir. Là. Je pense que ça va faire du bien aussi, comme on dit, aux citoyens de pouvoir se changer les idées en allant au musée, puis à vous de pouvoir accueillir les visiteurs. Tout à fait. Tu sais, l'art, ça fait du bien de se promener, de voir du beau, d'être ému par les œuvres. Ça nous permet de nous changer les idées. Exact. Puis là, vous dites qu'il y avait une petite file d'attente hier. Donc... Toute petite. Quelques personnes, 3 ou 4 personnes, c'était une cellule familiale, mais on était tellement heureux de voir là, les premières personnes à arriver. Donc, on les a accueillis là, à bras ouverts. Donc, c'est ça, tant mieux. Il y a eu déjà des personnes qui sont venues... Oui, je pense que les gens attendaient impatiemment que le musée réouvre. Nos expositions actuellement sont magnifiques. Puis elles ont eu, à l'automne dernier, très peu de temps de vue. Là. On a ouvert l'exposition, puis je crois que c'est quelque chose comme 10 jours plus tard, on voulait fermer parce qu'on tombait en zone rouge. Donc, peu de gens avaient eu l'occasion de voir. Puis, elles sont tellement exceptionnelles, ces expositions-là. C'est quand même une grande envergure là, dans nos salles. Les gens, ils en ont entendu parler pendant la pandémie. Le musée a eu aussi une super belle couverture médiatique due à des projets comme le musée en quarantaine, par exemple, ou Art en boîte. Donc, suite à ça, ou la murale des Réaumans à Ouachiche aussi, qui a connu une belle popularité. Donc, à ce moment-là, les gens, ils étaient très, très excités de pouvoir enfin les voir en vrai, ces œuvres-là, ces expositions-là. Parfait. Puis, justement, on pourrait parler un petit peu des activités, de ce qui a lieu. Donc, vous étiez préparé avec une foule d'activités en ligne avant que les annonces soient faites. Les activités sont toujours disponibles, ils vont rester là? Les activités, elles demeurent en ligne pour le moment parce que la santé publique permet donc la réouverture du musée pour les visiteurs autonomes, les cellules familiales qui peuvent venir déambuler dans nos salles, mais interdit toujours la tenue d'activités, donc tu sais, les regroupements. Donc on ne peut pas, par exemple, offrir de visites guidées ou d'ateliers créatifs, mais par contre, on continue d'en offrir en ligne à nos jeunes, par exemple, je pense à nos matinées créatives. Nous, au Musée d'art de Joliette, on a cette habitude-là. 2 fois par mois, les dimanches matins, on réunit les familles et on parle de différentes thématiques, on échange et ensuite on crée. Ça peut être soit avec une médiatrice culturelle ou encore avec un artiste de la région. Et puis, on a gardé ces habitudes-là, mais on l'a transposé en ligne. Donc, les gens viennent au Musée d'art de Joliette, passent à la boutique, récupèrent leur petite boîte de matériel. Et ensuite, le dimanche matin, encore en pyjama, avec le déjeuner sur la table, se joignent
à l'équipe d'animation, à la médiatrice ou avec l'artiste. Okay. Et là, ben, on discute, on échange, on ouvre la boîte, on crée ensemble. Donc, ça permet de garder ce contact-là avec notre communauté créative, avec nos familles. Et puis, ben, évidemment, au début de la pandémie, on l'a testé, hein, cette matinée créative-là, voir si ça allait fonctionner, parce que la force du musée d'art de Joliette, c'est le contact humain, c'est les échanges qu'on a avec les gens. Puis là, en ligne, c'est un format qui se prête un peu moins, mais finalement, au contraire, les gens partagent encore, tu sais, on donne des droits de parole, on échange tout le monde ensemble, donc c'est vraiment, ça fonctionne bien. Donc, pour cette saison, comme on ne peut pas encore les tenir sur place au musée, ben on va poursuivre à raison de 2 dimanches par mois nos matinées créatives en ligne, puis les gens passent à la boutique, ramassent leur boîte. Parfait. Puis justement, j'imagine que c'est pour ça que la semaine de relâche a été aussi annulée dans l'optique où on ne peut pas faire l'activité, mais vous avez proposé une relâche créative en ligne. Pouvez-vous me parler un peu de c'est quoi la relâche créative en ligne? C'est encore un peu le même principe, c'est-à-dire que ce qu'on propose, c'est du lundi au vendredi, de 9h à 11h, donc le matin, de faire un atelier, un rendez-vous quotidien de création. Tu sais, avant d'aller jouer dehors, d'aller dépenser son énergie, d'aller patiner, faire du ski, peu importe, de commencer la journée avec une rencontre virtuelle avec d'autres amis, avec une médiatrice culturelle, d'échanger, puis de créer, tu sais, de s'ouvrir, de changer l'idée, puis après ça, d'aller dehors. On trouvait que c'était une super belle façon là, de passer sa semaine de relâche. Et puis, en fait, je ne sais pas si vous connaissez l'exposition idéale de l'artiste Hervé Tullet. Donc, c'est un projet qui est international. Donc, partout à travers le monde, il y a des gens qui participent à cette exposition idéale. Donc, c'est un artiste qui a fait différentes capsules vidéo où il présente des gestes de création. Donc, déchirer, découper. Et puis, dans le fond, nous, on va s'inspirer de ça. Donc, on s'est inscrit auprès de l'artiste. On va participer à son projet. Donc, avec les gens en ligne, avec les enfants, on va discuter de, c'est quoi déchirer, qu'est-ce qu'on peut déchirer, comment, tu sais, on échange là-dessus. On voit des œuvres de la collection du Musée d'art de Joliette, où on voit des artistes qui ont utilisé ce geste créateur-là. On échange, on discute et ensuite, on crée. Donc là, on déchire, on va faire, et à la fin, les enfants ou les parents sont invités à prendre en photo les œuvres et à nous les faire parvenir. Et nous, on va créer en ligne une exposition virtuelle. C'est vraiment des murs blancs, on va accrocher virtuellement les œuvres des enfants dessus et les familles vont pouvoir ensuite déambuler, marcher virtuellement dans cette salle-là. Et ce sera ajouté, cette exposition-là, donc ces images-là, à l'expo idéale de Hervé Tullet. Donc, ou Tullet. Je ne sais pas si on dit Tullet ou Tullet. Parfait, c'est super intéressant, justement. Ça fait en plus, c'est concret, justement, vu qu'ils peuvent après voir leur œuvre accrochée. Ah oui, tout à fait. Il faut nous laisser un petit temps, par exemple, après pour créer l'exposition en ligne. Là. Mais une fois que ce sera fait, là, les gens vont pouvoir déambuler sécuritairement, virtuellement, dans cette salle imaginaire-là de l'exposition idéale. Ça va être formidable. Parfait. Puis, est-ce que vous avez des inscriptions présentement? Ben, en fait, les familles sont invitées à aller sur le site Internet du Musée d'art de Joliette et puis là, de s'inscrire directement en ligne. Donc, évidemment, les places sont limitées parce que ce qu'on veut, c'est que les enfants puissent s'exprimer, puissent échanger les uns avec les autres et puis on veut vraiment que la médiatrice puisse donner toute l'attention à chacun des enfants. Et donc, pour ça, une classe qui est trop grande ou un groupe qui est trop grand, c'est plus difficile à gérer. Donc, les places sont limitées. On invite les familles à aller s'inscrire là, sur le site Internet. Puis, ça coûte combien? L'activité, je crois, elle est 65$ pour les membres du Musée d'art de Joliette et 85$ pour les non-membres. Et ça comprend quoi? Mais ça comprend, donc, c'est les 5 activités de 2 heures chacune. Ça peut paraître long, mais il va y avoir des petites pauses aussi, là, des biopauses, comme on appelle. Et puis aussi, ça comprend donc le matériel. Donc, on invite les familles qui s'inscrivent à passer à la boutique du musée pour récupérer le matériel créatif dont ils auront besoin pour les ateliers. Ça comprend l'animation aussi. Donc, c'est vraiment, là, c'est assez complet. OK, parfait. Tantôt,
Vous avez parlé vite du musée en quarantaine, qui est un projet qui a fait beaucoup jaser, je crois. Comment ça se passe présentement? Est-ce que vous avez eu beaucoup, je sais qui continue encore, j'ai vu quelque chose qui était là, comme 6 jours, je pense, là, un thème sur votre blog. Est-ce que vous avez eu beaucoup de réalisations artistiques? Comment? Énormément. Donc, en fait, comment fonctionne le musée en quarantaine? C'est qu'à chaque mois, on lance une thématique. Okay. Par exemple, la thématique actuelle, c'est inspiré de Philippe Allard, c'est le plastique. OK? Et à chaque semaine, les employés du musée, les conservateurs, les commissaires, il y a des artistes aussi, qui vont écrire des textes Okay. pour inspirer les gens sur la thématique du plastique. Donc, à travers ça, on voit des artistes qui expérimentent, qui font des œuvres à partir du plastique ou qui traitent de la thématique du plastique. Donc, les gens peuvent lire. Aussi, également, une fois par mois, on présente un texte pour les familles. Donc, c'est même pour les enfants aussi qui peuvent lire ce texte-là en famille. Et il y a un petit atelier créatif ensuite qui est lié à ça. Okay. Et au bout du mois, on invite les gens à nous faire parvenir des visuels, des photos, des œuvres qui sont créées. Et on fait une exposition en ligne là-dessus. Donc, le site, c'est à la fois un blog où on inspire les gens, on leur donne plein de contenu. Et le deuxième partie, c'est une exposition virtuelle qui est collective, qui est communautaire. Donc, c'est à la fois des gens, on a des artistes qui participent, mais on a aussi des gens qui ne sont pas artistes, qui font juste réfléchir, penser à autre chose, créer, s'inspirer. Donc, on a vraiment créé une communauté là, de gens. Il y a des enfants qui participent également, qui nous font parvenir leurs visuels. Donc, on retrouve de tout. Tu sais, c'est pas que des gens qui s'y connaissent là, qui participent. C'est pour tout le monde. Parce qu'on l'a dit, l'art, ça fait du bien. Exactement. Puis en ces temps de pandémie-là, c'est quoi de mieux que de dire, pendant 1 heure, je vais lire les textes, je vais prendre des crayons, du papier, puis je vais créer. Tu sais, moi, ce que le plastique, moi, m'inspire, et puis je vais envoyer cette œuvre-là, puis ça va m'avoir fait du bien. C'est pendant ce temps-là où je vais avoir pensé juste à d'autres choses. Il n'y a pas de prétention là, au-delà de ça que de se faire du bien. Allons maintenant à la pause. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@commercialhotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Joliette, le 30 janvier, à 88 ans, est décédé M. Armand Goulet, époux de feu Mme Jasmine Riopel et son ex-conjointe, feu Thérèse Deschênes. Il laisse dans le deuil ses enfants, Gilbert Goulet, France Bélan, Anne-Marie Goulet, Daniel Tchernoff, Caroline Goulet, Pierre Richer, Jérôme Goulet, Amanda Demers, ses petits-enfants. On parle de Geneviève, Sacha Leduc, Camille, Alexandre, Jérémy, Olivier, Philippe, Rosabelle et Tristan, son fils par alliance Daniel Labrie, Marie-Josée Lapierre et leur fils Tristan, ses sœurs et Jeanne Goulet, feu Roger Deschênes, Armance Goulet, feu Paul Veilleux et son frère Gustave Goulet, feu Jacqueline Fauché, son ami de cœur Carmen Raille, ses belles-sœurs et beaux-frères Clairette Riopel, Gilbert Rochon
Évangéline Riopel, Muguette Duquette, feu Jérôme Riopel, Hélène Maisonneuve, feu Robert Riopel, Renaud Riopel, feu Élise Riopel, plusieurs neveux et nièces, France, Gilles, Gaétan, Lise, Sylvie, Jocelyn, Martin, Nathalie, Francis, Suzanne, Michel, Éric, Marie-Ève, Marc et Marilyn, ainsi que plusieurs autres parents et amis. Sans oublier sa grande famille, celle des Chevaliers de Colomb, le Conseil 1468 de Joliette. En raison de la pandémie, la famille a pris la décision de reporter les rituels funéraires à une date ultérieure. Après un long moment au CHDL Saint-Charles-Borromée, le 1er février, à 88 ans, est décédé Jean-Claude Sylvestre, époux de Mme Lucille Coutu, demeurant à Saint-Viateur. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, 16 enfants, Marie-Claude Sylvestre, son ami Jean Sylvestre, Daniel Sylvestre, sa conjointe Joanne Lambert, Jean Sylvestre, sa conjointe Gaétane Plante, Julie Sylvestre, son conjoint Michel Guillemette, Michel Sylvestre, sa conjointe France Beauregard, ses 10 petits-enfants, David Barthes, sa conjointe Véronique Poirier, Frédéric Sylvestre, Valérie Sylvestre, son conjoint Jonathan Dénommé, Danny Sylvestre, son ami Rosalie Meloche, Stéphanie Sylvestre, son conjoint Samuel Landry, Raphaël Sylvestre, Antoine Guillemette, Laurence Guillemette, Rosalie Sylvestre, William Sylvestre, ses 4 arrière-petits-enfants, Alexis, Jérémy, Mégane et Geb, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. On parle de feu Judith Sylvestre, Lise Sylvestre, conjointe de feu Gilbert Beauchemin, Alain Sylvestre, sa conjointe Odile Rousseau, Diane Sylvestre, son conjoint André Aubre, Yvon Sylvestre, sa conjointe Suzanne Bérard, Gisèle Sylvestre, son conjoint Serge Touin, Louise Rochette, épouse de feu Lucien Coutu, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. En raison de la situation actuelle, la famille a pris la décision de reporter les rituels à une date ultérieure. Au nom de CTRB et de ses employés, nous souhaitons nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées. On passe maintenant à la météo. Donc, une météo quand même fort bien. Mercredi soir, passage nuageux. On parle de moins 13, ressenti moins 19. C'est quand même frisquet. La nuit de ce soir, mercredi, moins 18, ressenti moins 25. Mais comme on l'a dit cette semaine, en raison des mesures spéciales, on ne peut pas sortir de toute façon après 20 heures. Jeudi matin, soleil et nuages, mais plus de soleil, moins 16. Jeudi en après-midi, ça se réchauffe, moins 8, ressenti moins 15. On parle d'un petit vent du nord-ouest, c'est pour ça. Jeudi soir, dégagé, moins 16 degrés dans la nuit de jeudi. Ça va descendre jusqu'à moins 23. Voilà, c'était votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, Alain Bellemare au Pépitre, qui vous invite à être des nôtres demain pour notre prochain bulletin d'information. Bonne fin de journée. Merci. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.